Deuxième partie, le maître coq. Chapitre 7. Je vais à Bristol. Il nous fallut beaucoup plus de temps que le châtelain ne l'avait prévu avant d'être prêt à nous embarquer. Et aucun de nos premiers projets, pas même celui du docteur Livesey consistant à me garder auprès de lui, ne put se réaliser conformément à nos intentions. Le docteur dut partir pour Londres en quête d'un médecin auquel il put confier sa clientèle. Le châtelain était fort occupé à Bristol. Quant à moi, je continuai à demeurer au château sous la protection du vieux Redruth, le garde-chasse. Je vivais presque en véritable prisonnier, mais la tête pleine de rêves captivants, je goûtais par avance toutes sortes d'aventures en mer sur des îles inconnues. Je passais des heures entières à méditer sur la carte, dont je me rappelais fort bien tous les détails. Assis près du feu dans la chambre de l'intendant, j'abordais cette île en imagination par tous les côtés. J'explorais chaque arpent de sa surface, j'escaladais 1000 fois la haute colline appelée la Longue-Vue, du sommet de laquelle je me délectais à contempler les paysages les plus merveilleux et les plus divers. Parfois, l'île fourmillait de sauvages que nous combattions. Parfois, elle était pleine d'animaux dangereux qui nous poursuivaient. Mais dans ces songes, il ne m'arriva rien de plus dramatique et de plus étrange que nos aventures réelles. Ainsi passèrent plusieurs semaines. Puis, un beau matin, arriva une lettre adressée au docteur Livesey qui portait en outre cette mention. En cas d'absence du destinataire, le pli sera ouvert par Tom Redruth ou le jeune Hawkins. Obéissant à cet ordre, nous trouvâmes, ou plutôt je trouvai, car le garde-chasse ne pouvait guère déchiffrer que des caractères imprimés, les importantes nouvelles que voici. Auberge de la Vieille Ancre, Bristol, ce 1er mars. Cher Livesey, comme j'ignore si vous avez regagné le château ou si vous êtes encore à Londres, j'envoie cette lettre en double expédition à l'un et l'autre endroit. Le bateau est acheté et armé, à l'ancre dans le port, prêt à prendre la mer. Vous ne sauriez imaginer goélette plus facile à manœuvrer. Un enfant pourrait la piloter. 200 tonneaux. Son nom, Hispaniola. Je l'ai eu par l'intermédiaire de mon vieil ami Blandy qui, en l'occurrence, a fait preuve d'un dévouement étonnant. Cet homme admirable a peiné comme un esclave pour servir mes intérêts, et je puis dire que tout le monde à Bristol a fait de même dès que l'on a eu vent du port à destination duquel nous mettions à la voile. Je veux dire du trésor. Redruth, déclarai-je, interrompant ma lecture. Ceci va déplaire au docteur Livesey. Je vois que le châtelain a bavardé malgré tout. Et alors, sais-tu qu'il n'en a pas le droit grommela le garde. Ce serait quand même plutôt drôle si notre maître pouvait pas parler, rapport au docteur Livesey. En entendant ces mots, je renonçai à toute autre tentative de commentaire et poursuivis ma lecture. C'est Blandy lui-même qui a découvert l'Hispaniola et il l'a manœuvré de façon si admirable qu'il l'a eu pour une bouchée de pain. Il existe à Bristol toute une catégorie de gens furieusement prévenus contre lui. Ils sont allés jusqu'à répandre le bruit que cet homme, d'une honnêteté scrupuleuse, ferait n'importe quoi pour se procurer de l'argent, que l'Hispaniola lui appartenait et qu'il me l'a vendu ridiculement cher. Évidemment, tout cela n'est que basse calomnie. Cependant, aucun d'eux n'ose nier les mérites du bateau. Jusque-là, pas la moindre anicroche. Bien sûr, les ouvriers, gréeurs et autres ont fait preuve d'une lenteur exaspérante. Mais avec le temps, tout s'est arrangé. C'est l'équipage qui m'a donné le plus de soucis. Je voulais une bonne vingtaine de matelots, dans le cas où nous rencontrerions des indigènes, des boucaniers ou ces odieux Français. Et j'avais eu un mal de tous les diables à en rassembler une demi-douzaine, lorsqu'un extraordinaire coup de chance me fit rencontrer justement l'homme qu'il me fallait. Je me trouvai sur le quai, et par le plus grand des hasards, j'engageai la conversation avec lui. J'appris que c'était un vieux loup de mer, qu'il tenait un cabaret, connaissait tous les marins de Bristol, se portait fort mal depuis qu'il vivait à terre et désirait reprendre la mer comme cuisinier. Il était allé au port ce matin-là, clopin-clopant, pour respirer le vent du large. Je me sentis furieusement ému, comme vous l'auriez été vous-même, et par pure compassion, je l'engageai sur-le-champ comme maître coq. Il se nomme Long John Silver. Il lui manque une jambe, mais à mes yeux, ce fait est une recommandation, car il l'a perdue au service de son pays,
sous les ordres de l'immortel Hawke. Et songez, Livesey, qu'il ne touche pas de pension. En vérité, nous vivons dans un siècle abominable. Eh bien, monsieur, je croyais n'avoir trouvé qu'un cuisinier, alors que je venais de découvrir tout un équipage. À nous deux, Silver et moi avons rassemblé en quelques jours une troupe de vieux loups de mer particulièrement endurcis. Ils ne sont pas beaux à voir, mais si j'en juge d'après leur visage, ils doivent posséder un courage indomptable. Je vous affirme que nous pourrions combattre une frégate. Long John s'est même débarrassé de 2 hommes sur les 6 ou 7 que j'avais déjà engagés. Il m'a fait voir en un instant que c'étaient là des lourdeaux, des marins d'eau douce dont nous devions nous garder dans une aventure d'importance. Je me porte à merveille et je suis plein d'entrain. Je mange comme un loup, je dors comme une souche. Néanmoins, je ne serai vraiment heureux que lorsque j'entendrai mes vieux mathurins virer au cabestan. Larguons les amarres! Au diable le trésor, c'est la splendeur de la mer qui m'a tourné la tête. Mon cher Livesey, venez en toute hâte, ne perdez pas 1 heure si vous avez la moindre considération pour moi. Que le jeune Hawkins aille voir sa mère immédiatement sous la garde de Redruth. Ensuite, qu'il parte pour Bristol à bride abattue. Signé John Trelawney. Ah, PS. J'ai oublié de vous dire que Blandly, qui doit envoyer un navire à notre recherche si nous ne sommes pas de retour à la fin août, a trouvé un admirable capitaine. Un homme très dur et je le regrette, mais à tous autres égards, une vraie perle. Long John Silver a déniché un second très compétent, nommé Arrow. J'ai un maître d'équipage qui commande au sifflet, Livesey, de sorte que, à bord de notre Hispaniola, tout se passera comme sur un vaisseau de guerre. J'ajoute que Silver possède du bien. J'ai appris qu'il avait un compte en banque qui n'a jamais été mis à découvert. Il laisse à son épouse le soin de diriger son cabaret. Étant donné que c'est une femme de couleur, 2 célibataires endurcis comme vous et moi peuvent se permettre de penser que c'est son épouse, autant que sa santé qui le pousse à reprendre la mer. Signé John Trelawney. PS. Hawkins peut passer une nuit chez sa mère. Vous pouvez imaginer l'agitation que cette lettre provoqua en moi. J'étais presque fou de joie. Et si j'ai jamais méprisé un homme, c'est bien le vieux Redruth qui ne savait que grommeler et se lamenter. N'importe lequel des gardes-chasse sous ses ordres aurait été ravi de prendre sa place. Mais tel n'était pas le bon plaisir du châtelain, et tout le monde au château ne connaissait pas d'autre loi que ce bon plaisir. Nul autre que le vieux Redruth n'aurait osé prendre la liberté de murmurer. Le lendemain matin, nous partîmes tous deux pour l'amiral Benbow, où je trouvai ma mère bien portante et pleine d'entrain. Le capitaine qui lui avait valu tant de soucis s'en était allé où les méchants cessent de nuire. Le châtelain avait fait réparer tous les dégâts, repeindre les salles et l'enseigne et ajouter quelques meubles. Entre autres, un très beau fauteuil pour ma mère dans la buvette. Il lui avait aussi trouvé un jeune garçon pour l'aider pendant mon absence. C'est en voyant cet apprenti que je compris pour la première fois ma situation. Jusqu'alors, j'avais songé uniquement aux aventures qui m'attendaient et pas du tout au foyer que j'allais quitter. Mais à la vue de cet inconnu maladroit qui devait me remplacer auprès de ma mère, j'eus ma première crise de larmes. Je crains fort d'avoir mené la vie dure à ce pauvre garçon, car, comme il n'était pas encore au courant de sa besogne, j'eus 100 occasions de l'humilier en corrigeant ses fautes, et je ne manquai pas d'en profiter. Le lendemain, après déjeuner, Redruth et moi reprîmes la route. Je dis adieu à ma mère, à la baie au bord de laquelle j'avais vécu depuis ma naissance, et à ce cher amiral Benbow, qui m'était beaucoup moins cher depuis qu'on l'avait repeint. J'ai accordé une de mes dernières pensées au capitaine qui avait si souvent parcouru la grève, avec son tricorne, sa joue balafrée, et sa vieille longue-vue en cuivre. L'instant d'après, nous passâmes le tournant de la route, et ma maison disparut à mes yeux. Nous prîmes la malle-poste au crépuscule sur la lande devant le Royal George. Serré entre Redruth et un vieux monsieur corpulent, je crois que je sommeillais pas mal dès le début du voyage, malgré la rapidité de la course et l'air froid de la nuit. Ensuite, je dus dormir comme une souche par monts et par vaux, de relais en relais, car lorsque je fus enfin réveillé par un coup de poing dans les côtes et que j'ouvris les yeux, nous étions arrêtés devant un grand bâtiment dans une rue de ville où il faisait jour depuis longtemps. « Où sommes-nous » demandai-je. « À Bristol » répondit Tom. « Descendez !» M. Trelawney logeait dans une auberge à l'extrémité du port pour mieux surveiller les travaux à bord de la goélette. Nous dûmes nous y rendre à pied et, à ma grande joie, nous longeâmes les quais où se trouvait mouillée une foule de navires de toute taille, de tout gréement, de toute nationalité. Sur l'un d'eux, des marins chantaient en travaillant. Sur un autre, des hommes étaient suspendus très haut dans la mâture, accrochés à des cordages qui ne paraissaient pas plus gros que des toiles d'araignée.
J'avais beau avoir passé toute ma vie sur une côte, il me semblait que j'apercevais la mer pour la première fois. L'odeur du goudron et du sel était nouvelle pour moi. J'admirais de merveilleuses figures de proue qui avaient sillonné tous les océans. Je rencontrais beaucoup de vieux marins aux oreilles ornées d'anneaux, aux favoris bouclés, à la queue enduite de goudron, à la démarche gauche et fanfaronne, et je n'aurais pas été plus ravie si j'avais vu autant de rois et d'archevêques. Car moi aussi, j'allais m'embarquer. J'allais m'embarquer sur une goélette, avec un maître d'équipage qui commanderait au sifflet et des marins qui chanteraient au cabestan. J'allais m'embarquer pour une île inconnue en quête de trésors enfouis. Tandis que j'étais encore plongée dans ce rêve merveilleux, nous arrivâmes soudain devant une grande auberge d'où nous vîmes sortir M. Trelawney, vêtu d'un gros drap bleu, comme un officier de marine. Il vint à notre rencontre, le sourire aux lèvres, en imitant à la perfection la démarche d'un matelot. « Vous voilà !» s'exclama-t-il. « Et le docteur est arrivé de Londres la nuit dernière. Bravo ! L'équipage est au complet. »« Oh, monsieur !» m'écriai-je. « Mais quand partons-nous ?»« Quand ? Nous partons demain !»